les véhicules à moteur à combustion de la planète. Elles sont un élément plus qu'essentiel pour un véhicule. Alors que fait-elle et comment fonctionne-t-elle? C'est ce que nous allons aborder dans cette vidéo. La batterie de voiture de 12 volts ressemble à quelque chose comme ça. C'est une batterie au plomb. Nous l'appelons batterie au plomb car à l'intérieur de l'appareil se trouvent des plaques de plomb qui sont submergées dans un acide. Cela crée une réaction chimique qui libère de l'énergie et nous fournit une tension et un courant. La batterie stocke donc de l'énergie sous forme d'énergie chimique. Elle ne stocke pas d'électricité. Cette énergie chimique est convertie en énergie électrique chaque fois que nous en avons besoin. Cette batterie est également rechargeable. Si nous alimentons la batterie en électricité, nous pouvons alors inverser la réaction chimique et recharger la batterie. Ce type de batterie fournit de grandes quantités de courant par rapport aux petites piles alcalines domestiques classiques. Nous avons abordé le fonctionnement des piles alcalines dans notre vidéo précédente. Pour la voir, cliquez sur les liens qui se trouvent dans la description de la vidéo ci-dessous. La batterie typique d'une voiture se trouve dans le compartiment moteur de la voiture. La batterie est d'abord utilisée pour démarrer le moteur, ce qu'elle fait en fournissant de l'électricité à un petit moteur électrique appelé démarreur. Le démarreur engage un petit engrenage sur le volant du moteur. Il le fait tourner pour faire tourner le vilebrequin qui démarre le moteur à combustion. Le petit engrenage se désengage ensuite et le moteur tourne tout seul. Le démarreur doit fournir une force énorme pour pouvoir faire tourner le volant d'inertie. Le démarreur va donc amener un courant extrêmement important, peut-être des centaines d'ampères, mais cela ne dure que quelques secondes. Cette forte demande de courant va réduire le stockage d'énergie de la batterie. Nous devrons donc la recharger ensuite. Un alternateur est relié au moteur. L'alternateur est mis en rotation par le moteur et, en tournant, il produit de l'électricité. Cette électricité est réinjectée dans la batterie pour la recharger. Pendant que le moteur tourne, l'alternateur recharge la batterie. Mais il fournit également l'énergie électrique nécessaire à des éléments tels que le système d'éclairage ou le dispositif audio. Lorsque la demande d'électricité dans la voiture dépasse ce que l'alternateur peut fournir, la batterie fournit cette puissance supplémentaire qui la vide à nouveau. Si le moteur est coupé, l'alternateur cesse de tourner et de recharger la batterie. La batterie fournit alors toute la puissance électrique à la voiture jusqu'à sa mort. À ce stade, la batterie ne peut plus fournir suffisamment d'électricité pour démarrer le moteur et nous devons donc faire remorquer la voiture. Jetons un coup d'œil sur les principales parties de la batterie de la voiture et nous comprendrons alors comment tout cela fonctionne. Tout d'abord, nous avons le boîtier en plastique qui maintient tous les composants internes en place. Sur le dessus, nous avons le couvercle en plastique et il y a deux bornes, une positive et une négative. En enlevant le couvercle, voici ce que nous pouvons voir à l'intérieur. Remarquez que le boîtier est divisé en 6 chambres distinctes. Chacune est séparée par une paroi en plastique. Chaque chambre est appelée cellule. Chaque cellule génère environ 2,1 volts de courant continu, ou CC. Chaque cellule est connectée en série. Le négatif d'une cellule est connecté au positif de la cellule suivante pour nous donner une tension totale d'environ 12,6 volts. C'est comme si vous connectiez des piles alcalines domestiques ensemble. Leur tension s'additionne pour donner une tension totale plus élevée. Chaque cellule de la batterie est reliée par une banque de plaques. Celle-ci est faite de plomb. Ces lanières sont soudées entre elles à travers la paroi en plastique pour former la connexion. En regardant la batterie de ce point de vue, nous voyons le courant circuler à travers les cellules de la batterie du positif au négatif, et cela en utilisant la théorie conventionnelle du courant. Mais en réalité, les électrons circulent dans le sens inverse du positif et du négatif. Mais nous verrons pourquoi un peu plus loin dans cette vidéo. Remarquez qu'il y a 2 bandes de plaques dans chaque cellule. Une positive et une négative. Ces bandes sont appelées bandes de plaques car chaque bande est reliée par un certain nombre de plaques qui sont des feuilles de plomb. Les plaques sont formées de structures en forme de grille qui maximisent la surface. Les grilles sont recouvertes d'une pâte d'oxyde de plomb. C'est dans cette pâte que se produit la réaction chimique et nous verrons cela un peu plus loin dans cette vidéo. La pâte agit un peu comme une éponge et va absorber une partie du liquide d'électrolyte, ce qui améliore les performances de la batterie.
La taille de la plaque détermine la quantité de courant qu'une batterie peut fournir, mais elle ne modifie pas la tension. Les matériaux utilisés pour la réaction chimique et le nombre de plaques déterminent la tension produite par chaque cellule. La grille maintient la pâte en place pour assurer une distribution uniforme du courant à travers la plaque et aider à transporter les électrons hors de la batterie et autour du circuit électrique de la voiture. La plaque négative est l'anode, et c'est une plaque de plomb pur, bien que quelques petites quantités d'additifs soient ajoutées pour durcir le plomb et le protéger par la corrosion. La plaque positive est la cathode et elle est faite d'oxyde de plomb. Les plaques sont faites de matériaux différents pour former la réaction chimique et libérer les électrons. Ici, nous ne voulons pas que les plaques positives et négatives entrent en contact direct l'une avec l'autre, car cela court-circuiterait la batterie. Donc à la place, nous plaçons chaque plaque positive dans un séparateur d'enveloppe. Ce n'est qu'un matériau poreux qui permet aux ions de le traverser sans que les matériaux n'entrent en contact direct les uns avec les autres. Les plaques positives et négatives se placeront entre elles avec un petit espace entre chaque plaque. La chambre est ensuite remplie d'un électrolyte liquide composé d'acide sulfurique et d'eau, d'où le nom de batterie plomb-acide. Je voudrais rapidement récapituler les principes fondamentaux de l'électricité afin que vous compreniez la suite du fonctionnement de la batterie. L'électricité est le flux d'électrons dans un circuit. Nous avons besoin que beaucoup d'électrons circulent dans la même direction à travers un fil pour que nous puissions placer des objets sur le chemin des électrons, comme des ampoules électriques. Les électrons devront donc passer à travers ce fil et ce faisant, ils produiront de la lumière. Lorsque de nombreux électrons circulent dans la même direction, nous appelons cela le courant. Tout matériau est fait d'atomes. Les atomes ont un nombre différent de protons, de neutrons et d'électrons, ce qui en fait un matériau différent. Certains matériaux comme le cuivre ont un électron qui est libre de se déplacer vers d'autres atomes. Si nous connectons une source d'énergie, telle qu'une batterie, au fil de cuivre, la tension de la batterie poussera les électrons et ceux-ci se précipiteront pour atteindre la borne positive de la batterie. Je viens de dire que les électrons passent du négatif au positif. C'est ce qu'on appelle le flux d'électrons. C'est une théorie sur le fonctionnement de l'électricité et sur ce qui se passe réellement. Mais vous pourriez être habitué à voir un courant conventionnel qui va du positif au négatif. C'est la théorie originale qui est connue sous le nom de courant conventionnel. Cette théorie a été démentie par Joseph Thomson qui a découvert l'électron et a constaté qu'il circulait du négatif vers le positif. Cependant, nous utilisons encore aujourd'hui la théorie du courant conventionnel pour concevoir des circuits électriques. Ainsi, si nous examinons ce simple circuit, nous devons toujours supposer que le courant circule du positif vers le négatif. Mais les ingénieurs et les scientifiques savent que les électrons circulent en fait dans le sens inverse. Les formules électriques que nous utilisons donneront toujours les mêmes réponses, quel que soit le sens dans lequel l'électricité circule. Donc cela n'a pas vraiment d'importance. Il existe deux types d'électricité. Le courant continu que nous obtenons des batteries. Les électrons de ce type sont poussés dans une direction, c'est ce qu'on appelle le courant continu. Pensez à cela comme de l'eau qui coule dans une rivière. L'autre type d'électricité est le courant alternatif, qui provient des prises de courant dans vos maisons. Dans ce type de courant, les électrons sont poussés et tirés en avant et en arrière. Imaginez ici le phénomène de marée avec la mer qui va et vient entre sa marée haute maximale et sa marée basse maximale. Lorsque nous mélangeons certains matériaux entre eux, nous pouvons provoquer des réactions chimiques. C'est alors que les atomes d'une matière interagissent avec les atomes d'une autre matière. Au cours de cette interaction, les atomes se lient ou se séparent. Les électrons peuvent également être libérés ou capturés par les atomes au cours de cette réaction. Lorsque nous parlons d'atomes, nous entendons généralement le terme ion utilisé. Un ion est un atome qui possède un nombre inégal d'électrons et de protons. Un atome a une charge neutre lorsqu'il a le même nombre de protons et d'électrons, car les protons sont chargés positivement et les électrons sont chargés négativement, de sorte qu'ils s'équilibrent. Si l'atome a plus d'électrons que de protons, alors c'est un ion négatif. Si l'atome a plus de protons que d'électrons, c'est alors un ion positif.
Plutôt que d'essayer de comprendre cette construction complexe, nous allons la simplifier jusqu'à ce modèle simple de cellule avec une seule cathode et une seule anode. Dans cette cellule, nous avons le liquide électrolytique qui est composé d'un tiers d'acide sulfurique et de 2 tiers d'eau. Nous avons l'électrode positive qui est la cathode. Celle-ci est faite d'oxyde de plomb. Nous avons ensuite la borne négative qui est l'anode. Celle-ci est faite de plomb pur. Lorsque ces matériaux sont combinés, nous allons obtenir une petite réaction chimique entre les atomes. Ici, les atomes de ces matériaux avec ces sphères colorées. La borne positive de la cathode en oxyde de plomb va réagir avec le sulfate de l'électrolyte. Cela va former une couche de sulfate de plomb sur la borne de la cathode. Au cours de cette réaction, un ion oxygène est éjecté de la cathode dans l'électrolyte. Une fois dans l'électrolyte, ces ions oxygène se combineront avec les ions hydrogène pour former de l'eau. Dans le même temps, les atomes de plomb de l'anode vont réagir avec les ions sulfate de l'électrolyte. Cette réaction va créer une couche de sulfate de plomb autour de l'électrode. Au cours de cette réaction, 2 électrons sont libérés et collectés dans la borne négative, de sorte que nous avons maintenant une accumulation d'électrons sur la borne négative. Comme les électrons sont chargés négativement, cela signifie que nous avons une différence de charge entre les 2 bornes et que nous pouvons la mesurer avec un voltmètre ou un multimètre. Si vous pensez à un aimant, les électrons sont chargés négativement et donc ils se repoussent. Ils sont attirés par la borne positive qui contient moins d'électrons, mais ils ne peuvent pas encore l'atteindre. Donc, si nous fournissons un chemin pour les électrons, comme un fil, les électrons passeront à travers celui-ci pour atteindre la borne positive. Nous pouvons alors placer des objets tels qu'une lampe sur le chemin de ces électrons et les utiliser pour effectuer des travaux tels que l'éclairage de la lampe. Tant que le chemin existe, la réaction chimique se poursuit. Mais cela ne durera pas éternellement. Les produits chimiques nécessaires à les réactions s'épuiseront. L'acide se dilue et s'affaiblit et une accumulation de sulfate de plomb recouvre les 2 électrodes. Cela signifie que les matériaux des électrodes deviennent plus similaires et que la réaction chimique devient plus difficile à réaliser. Heureusement, cette réaction chimique peut être inversée. Ainsi, si nous alimentons la batterie avec de l'électricité provenant de l'alternateur, nous pouvons commencer à inverser la réaction. Les électrons entrent dans la borne négative et se joignent à nouveau au sulfate de plomb, libérant le sulfate dans l'électrolyte pour ne laisser que du plomb sur la plaque négative. Les ions de sulfate entrent dans l'électrolyte et se combinent avec les ions d'hydrogène pour libérer les ions d'hydrogène, et ainsi l'acide de l'électrolyte devient plus fort. Les ions d'oxygène se combinent avec le plomb pour créer de l'oxyde de plomb, ce qui libère le sulfate dans l'électrolyte et le rend encore plus fort. Si nous laissons une batterie se décharger complètement pendant trop longtemps, ou trop souvent, il devient très difficile d'inverser la réaction chimique. De plus, la couche de sulfate pourrait se détacher des électrodes et s'accumuler au fond de la batterie. Cela signifie qu'elle ne participera plus à la réaction chimique et que la batterie devra donc être réparée ou remplacée. Ainsi, lorsque nous regardons la batterie, cette réaction chimique se produit entre chaque plaque de chaque cellule pour fournir les centaines d'ampères de courant nécessaires au démarrage du moteur et fournir également la tension nécessaire à l'alimentation des lampes, etc. Pour tester la tension d'une batterie de voiture, nous passons simplement au réglage de tension CC sur notre multimètre. Ensuite, nous connectons le fil rouge au positif et le fil noir au négatif. Nous devrions avoir une tension d'environ 12,6 volts. Si elle est inférieure à 12, c'est que la batterie ne fonctionne pas correctement. Au fait, si vous ne possédez pas déjà un multimètre, je vais vous laisser un lien dans la description de la vidéo pour savoir lesquels je recommande et d'où ils proviennent. Lorsque nous démarrons la voiture, la tension chute parce que le démarreur tire une énorme quantité de courant. La tension chutera à environ 11 volts. Mais si elle descend en dessous de 10, la batterie ne fonctionne pas correctement. Une fois le moteur en marche, l'alternateur devrait produire de l'électricité et nous devrions donc voir une tension plus élevée d'environ 14 volts. C'est parce que l'alternateur recharge la batterie et que la tension doit être plus élevée pour aider à forcer les électrons à revenir et à inverser sa réaction chimique. Ok les gars, c'est tout pour cette vidéo, mais pour continuer votre apprentissage, regardez une des vidéos à l'écran et je vous y retrouverai pour la prochaine leçon. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et www
www.theengineeringmindset.com.